Merci pour votre présence et pour votre participation à ce webinaire. Je suis Mélanie Vion, je suis au comité exécutif de la plateforme ELSA pour l'ONG Soltis. Avant de démarrer, on voulait recontextualiser rapidement ces webinaires réunions thématiques qui sont organisés depuis un certain temps par la plateforme et qui ont pour objectif d'être un espace d'échange sur une thématique précise et qui sont ouvertes à toutes les associations, les acteurs et actrices de la lutte contre le VIH/SIDA et qui travaillent aussi sur les questions de droit en santé sexuelle et reproductive. Je voulais vous dire aussi que cette réunion, c'est également la dernière qui est organisée par la plateforme ELSA, puisque la plateforme va fermer à la fin de l'année. Vous verrez des communications via les newsletters, notamment dans les semaines qui viennent, pour vous informer des derniers pas, en tout cas, de la plateforme ELSA. Pour ce webinaire, vous êtes plus de 150 personnes inscrites de plein de pays différents, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Maroc et encore de plein d'autres endroits. Et on est vraiment très ravis de cette mobilisation. On vous remercie à nouveau. Un petit rappel technique. L'échange, il est enregistré et il sera diffusé en ligne sur nos réseaux. Si vous ne souhaitez pas apparaître, nous vous invitons à éteindre vos caméras. On vous propose aussi d'éteindre vos micros, sauf pour les personnes qui sont en train d'intervenir, évidemment. Pour le déroulé de ce webinaire, chaque intervenante parlera 10 à 15 minutes et puis il y aura 10 minutes d'échange à la suite des présentations pour poser vos questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant les interventions. On coordonnera, Rindra coordonnera pour que des réponses y soient apportées du mieux possible dans le temps qu'on a à disposition. Pour les objectifs de ce webinaire, comme je vous le disais, même si la plateforme se termine à la fin du mois de décembre, on avait le souhait de faire vivre son héritage, notamment autour de l'une de ces thématiques phares, qui est la capitalisation. Et à ce titre, ce webinaire, il a pour objectif de mettre en lumière plusieurs enjeux liés à la capitalisation, les enjeux de mémoire, de documentation, de transmission, de valorisation des savoirs. Et puis, elle nous tenait aussi particulièrement à cœur parce que c'est une thématique qui est réussie dans tout ce qu'elle inclut de réflexion collective, dans le partage, la solidarité qu'il y a dans les processus de capitalisation, que ce soit entre les membres d'une même association ou d'une association qui va partager ses produits, ses réflexions autour de la capitalisation à d'autres partenaires. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec les 3 associations qui interviennent et qui vont nous partager leurs démarches respectives de capitalisation. Et nous les remercions pour cela. Donc, ce sera le Centre SAS, le JAD pour la vie et Arcade Santé Plus. Et donc, sans plus tarder, je passe la main à Rindra qui va coordonner ces présentations, justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mélanie et encore une fois ravie de toutes et tous vous retrouver pour ce dernier webinaire de la plateforme ELSA. Sans plus attendre, donc je vais donner la parole à Kofi Yao Hyacinthe, représentant du centre SAS en Côte d'Ivoire, autour de la thématique de la création d'un groupe de travail sur la capitalisation et l'animation d'une dynamique collective, avec aussi pour objectif de pouvoir faire un retour d'expérience sur la démarche de capitalisation de l'approche famille du centre SAS et sur l'accompagnement des adolescents et adolescentes infectés vers le service adulte. Kofi, du coup, je te laisse la parole et n'hésite pas à nous indiquer pour qu'on puisse passer les slides. Merci beaucoup. À mon tour, je voudrais remercier la plateforme ELSA pour cette opportunité qu'elle offre au Centre Solidarité Action Sociale, transmettre à l'ensemble des participants les salutations de Madame Touré Penda Diagola, directrice exécutive donc du centre SAS. Le Centre Solidarité Action Sociale va donc intervenir sur la création d'un groupe de travail sur la capitalisation et animation d'une dynamique collective. Voilà pourquoi le centre SAS a mis en place un groupe de travail sur la capitalisation. Quels étaient les enjeux? Le centre SAS s'est engagé très tôt à mettre en lumière ces bonnes pratiques. Et pour y arriver, le centre SAS s'est doté donc d'un groupe de travail qui a été au préalable formé sur le sujet de la capitalisation. Et les enjeux sont les suivants. Ce groupe de travail a été voulu pour clarifier les objectifs, surtout sur le besoin de capitaliser. Nous étions en face d'un certain nombre de savoirs, d'expériences, d'outils, et il fallait clarifier les objectifs. Et ce groupe y a travaillé. Et l'autre enjeu, c'était d'arriver à mobiliser les acteurs, mettre à contribution
les ressources humaines compétentes et expérimentées. Donc, c'était un enjeu et donc, la mise en place de groupe de travail a répondu donc à cet enjeu. Il fallait aussi la mise en place d'une méthodologie parce que capitaliser suppose une méthodologie et il fallait réfléchir à comment procéder, comment choisir les outils, quelles sont les méthodes, comment collecter, comment analyser et comment diffuser l'information. Et le groupe de travail aussi répondait à un enjeu de gestion du temps. Comment arriver à établir un calendrier réaliste et allouer aussi des ressources nécessaires. Et les deux derniers enjeux, c'était comment, à travers le groupe de travail, aider à pérenniser les résultats et les acquis. Donc, mettre en place un système pour conserver et diffuser ces connaissances à long terme et non pas seulement à court terme. Et il fallait aussi adapter notre communication parce que du coup, capitaliser suppose partager et nous avions aussi des défis à relever pour, à savoir à qui envoyer donc ces outils de capitalisation. Alors, quels sont les profils et les compétences que nous avons dû réunir dans le cadre de ce groupe donc de travail? La première des choses, c'était d'identifier les expertises au niveau du centre SAS. Qui était capable de faire quoi? Qui connaissait mieux la thématique? Quels étaient les plus anciens? Depuis les membres fondateurs jusqu'aux nouveaux qui ont été recrutés. Nous avons dû chercher des experts dans chaque domaine, que ce soit au niveau médical, au niveau psychosocial. Nous avons réuni donc des experts dans le cadre de ce groupe de travail. Ensuite, il fallait aussi travailler avec les communicateurs. Donc, du coup, nous avons inclus dans ce volet-là les communicateurs qui sont au niveau du centre. Ça, c'est pas des ressources humaines venues d'ailleurs. Hein. Ensuite, les rédacteurs, ceux qui étaient capables de rédiger, de faire des synthèses, parce que les informations, c'était comme du brainstorming et il fallait pouvoir assurer donc la synthèse de l'ensemble de ces informations. Pour que le groupe de travail soit plus efficace, nous avons adjoint les techniciens, ceux qui maîtrisent évidemment les outils numériques, parce que ça incluait des formations en infographie et cela était important d'avoir des techniciens. Comment ce groupe devait fonctionner? La première des choses que nous voulons relever ici, c'est que le groupe fonctionne sur la base du consensus. Non, c'est d'abord sur cette base que nous partons. Et donc, le groupe devait d'abord se fixer un cadre clair. Donc, chacun avait son cahier de charge, ses modalités de travail et les délais. Nous étions sûrs que quand nous nous réunissons pour atteindre des objectifs. Et il fallait favoriser aussi la collaboration. Donc, le groupe a créé un climat de confiance qui encourage les échanges entre les membres. Et il fallait aussi communiquer régulièrement, c'est tenir des réunions pour faire le point sur l'avancement des travaux. Alors, le groupe technique qui a travaillé sur la capitalisation a réussi à produire sur deux stratégies capitalisées à ce jour, des affiches que vous voyez, des outils que vous voyez. Peut-être que c'est un peu petit pour vous, mais le premier, c'est une charte d'accueil. Le deuxième, c'est un ensemble de 5 fiches techniques pratiques sur l'approche famille. Le troisième, c'est un chevalier qui a été produit et qui peut être déposé sur toutes les tables au niveau des services. L'autre, c'est un module sur l'approche famille qui a été fait. Et là, je parle de l'approche famille depuis qui a été fait au niveau depuis 2015-2016. Et le dernier, c'est donc une fiche, on va dire pratique, qui a été donc aussi conçue dans le cadre du passage des jeunes de la pédiatrie au service adulte. Le GT a permis de maintenir une dynamique au niveau donc du centre SAS. D'abord, nous avons pu réunir sur un même plateau des compétences et expertises. Nous avons pu renforcer donc le sentiment d'appartenance et l'engagement de l'ensemble des membres à travailler ensemble, donc sur le collectif. Nous avons réussi à développer des compétences. Je l'ai vu récemment quand Bastien intervenait avec la photographie, etc. On a vu des gens dessiner. Donc, on a développé des compétences. Nous avons construit ensemble, donc,
ces travaux de capitalisation, il y a une responsabilité collective, que le mot collectif apparaît. Nous avons dû nous adapter au changement, utiliser donc des outils qui sont donc aujourd'hui en œuvre, et nous avons réussi à résoudre des problèmes qui étaient assez compliqués en mettant ensemble donc les informations. Quelle leçon le SANSAS tire de son expérience de la capitalisation? C'est d'abord l'importance de planifier et d'avoir une méthodologie. Et si vous n'avez pas ces éléments en tête, il sera difficile d'atteindre vos objectifs. Donc, nous produisons toujours un document qui va mentionner notre façon de procéder. Nous définissons un plan, nous identifions les acteurs, nous pointons du doigt les informations à rechercher, nous en faisons la synthèse, et comme ça, nous sommes sûrs que nos objectifs sont clairs et donc notre capitalisation peut réussir. La deuxième leçon, c'est sur la valeur de la collaboration et du partage. Nous avons compris qu'on ne capitalise pas seul, mais ensemble. C'est un collectif. Ça n'a pas été facile, mais quand on se met ensemble, on avance plus tôt. Alors, plus vite. La capitalisation a réuni tous les acteurs significatifs du SANSAS, de la direction jusqu'aux jeunes ambassadeurs. Et tout le monde a été mis dans la boucle des échanges et tout le monde a réagi. Même les jeunes ont souvent aussi réagi. Et donc, pour nous, c'est une très belle chose. C'est des leçons que nous pouvons vous communiquer. C'est avec ces belles images de nos jeunes qui sont passés récemment du service adulte, du service pédiatrique au service adulte lors d'une cérémonie marquante, donc du SANSAS, que je vous souhaite à tous et à tous. Donc, un bon webinaire et nous sommes disponibles pour vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kofi, pour cette intervention inspirante et ce retour d'expérience très riche sur du coup du centre SAS. Du coup, on invite les participantes à poser leurs questions dans le chat. Peut-être pour commencer, une question que j'aurais. Est-ce que tu parlais tout à l'heure justement de la question de la gestion du temps, le fait que la démarche de capitalisation c'était quelque chose qui pouvait être assez prenant, et du coup tu expliquais que vous aviez mobilisé des profils extrêmement variés. Comment est-ce que au centre SAS vous avez réussi à convaincre en interne? Je pense par exemple notamment aux différents managers, aux différentes directions. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre pour permettre aux différentes personnes que vous avez identifiées d'être mobilisées et de pouvoir faire partie du groupe de travail? Puisque du coup, j'ai la sensation, et peut-être tu pourras nous en dire plus, que pour certaines personnes, c'était de la mobilisation de façon extrêmement régulière, de l'ordre de potentiellement plusieurs heures. Donc, est-ce que tout le monde était convaincu dès le début, ou est-ce qu'il a fallu prendre un certain temps pour réussir à convaincre vos différentes directions de l'intérêt d'avoir une démarche de capitalisation? Ce travail n'a pas été difficile au niveau du centre, puisque sous l'inspiration de la directrice elle-même, qui très tôt a donné les orientations pour dire nous avons des connaissances, nous avons des bonnes pratiques, notre stratégie phare, c'est l'approche famille. Il nous faut prendre les devants, il nous faut formaliser cette approche, il nous faut la protéger. Et donc, très vite, dès qu'elle a donné ses instructions, tous les acteurs qui intervenaient sur le sujet de l'approche famille se sont sentis indexés. Et donc, on a très vite réussi à créer une synergie en disant, mais écoutez, pour vous tous qui travaillez sur le sujet, nous devons saisir donc au bon déjà l'orientation stratégique de la directrice. Et donc, on est déjà parti sur une base où nos responsables eux-mêmes ont, on va dire, transmis donc au reste de l'équipe l'envie de capitaliser. Parce que, comme je le dis, c'est une décision politique stratégique, une orientation stratégique. Ça a facilité le travail, mais je ne peux pas vous dire à 100% que ça a été facile de mobiliser les équipes après, parce que c'est vrai que pour dire, oui, moi je suis d'accord, je m'engage, il y a ça. Et puis après, quand on a besoin d'eux, ça n'a pas été aussi facile.
Mais avec la persévérance, beaucoup ont compris l'importance et donc on s'y est tous mis. Merci. Super, merci beaucoup Kofi. On retient donc orientation stratégique et politique de la part du Centre SAS et beaucoup de persévérance en tout cas pour arriver au terme de cette démarche. Merci beaucoup. Donc Rachid a trois questions. La première, c'est qu'est-ce qu'il faut pour une organisation pour mettre en place un tel groupe de travail? Et ensuite, Kofi, Rachid indique qu'il croit avoir vu dans la présentation que le rôle de chacun était bien défini. Et je pense que la question est de savoir comment ces rôles se sont matérialisés et de combien de personnes était composé le groupe de travail. Je vais commencer par la dernière question. Nous étions une dizaine environ. Une dizaine parce que le centre SAS est une structure assez quand même grande avec une file active de plus de 2000 patients. Donc, nous avons pris le soin de faire en sorte que tous les grands services soient représentés en fonction de leur expertise. Donc, je recommande qu'on n'aille pas au-delà de 10, sinon ça va être compliqué. Voilà, nous étions autour de 10 et on a pu travailler. C'est pareil pour la répartition des rôles. Il faut très vite, dans le plan d'action qui est mis en place, que chacun sache ce qu'il doit faire. Certains vont apporter des informations, certains vont analyser ces informations, certains vont se réunir pour faire la synthèse, certains vont se préparer à communiquer sur la stratégie. Et donc, très vite, il faut que les profils qui soient présents dans le groupe, il faut que très vite, ils sachent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Il y a aussi la mise en commun. Donc, quand il y a des travaux, il y a la plénière où nous pouvons faire du brainstorming ensemble pour trancher et pour discuter. Maintenant, pour le groupe de travail lui-même, il faut dire que à partir du moment où nous avons pris au bon la volonté qui s'est exprimée à la direction, nous avons dû identifier un meneur. Donc, il faut un leader, il faut quelqu'un qui saisisse la chose et organise, envoie des mails, envoie des messages, aille parler aux autres, les invite aux réunions, les relance. Absolument. Même s'il y a un groupe, il faut qu'il y ait un leader pour réussir cela. Et le Centre SAS a mis en place un leader qui a fait ce travail auprès des autres. Merci. Merci beaucoup, Kofi, pour cette réponse aux questions de Rachid. Docteur Adam, vous avez la main levée? Oui, bonjour et merci, Kofi. En fait, j'ai une question par rapport à ce groupe de travail. Je pense bien avoir lu au début que vous avez parlé d'une formation qui a été faite auprès de ce groupe. Donc, je voulais savoir un peu quel a été le format de ce renforcement, avec quel contenu, vraiment comment ça s'est passé. Merci. Dès que le groupe de travail a été mis en place, nous avons organisé une rencontre pour parler, pour échanger dans un premier temps sur l'organisation des groupes, le déroulement, et surtout, nous avons briefé le groupe sur la capitalisation. Il faut dire que déjà 3 personnes avaient été formées par la plateforme ELSA, dont moi-même, le directeur de programme, et Madame Yavo, qui est conseillère technique. Et donc, nous, on était déjà imprégnés du processus de CAPI. Donc, dès que le groupe est mis en place, nous avons fait une orientation sur les 7 grandes étapes de la capitalisation. Nous les avons déjà briefées et nous avons indiqué à travers le plan d'action le rôle de chacun. Donc, c'est comme ça qu'au niveau de la formation, c'est fait. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons organisé aussi des coachings en infographie, sur l'utilisation des NTIC, par exemple, tout ce qui est Canva, etc. Parce que ça supposait que nous puissions après travailler sur la formalisation, la production d'outils. Et donc, voilà. Donc, chaque fois qu'on se réunit, on essaie d'écouter les uns et les autres et de voir comment on peut renforcer l'équipe. Donc, voilà ce que nous avons fait pour que ce groupe aujourd'hui soit vraiment à la hauteur. Et récemment, le groupe a bénéficié d'une formation en photographie qui a été faite par, comment on appelle, Vincent. Merci. Merci beaucoup, Kofi. Peut-être une question concernant les documents, donc les supports de capitalisation que tu nous présentais tout à l'heure. Après leur production, comment est-ce qu'ils ont été diffusés en interne?
Comment est-ce que les équipes se les sont appropriées? Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des documents qui sont plus utilisés en interne, plutôt en externe? Comment ça fonctionne pour vous? Une fois encore, merci à la plateforme pour cette formation parce qu'on a eu l'accompagnement de Vincent et de son équipe sur la production donc des outils sur l'approche famille. Il faut dire que dès que ces outils ont été disponibilisés, il y a eu un plan de vulgarisation qui était méticuleux. Nous les avons envoyés à l'ensemble de nos partenaires et nous avons été conviés à des formations pratiques puisqu'il y avait des modules dans tout le pays. Nous avons été sollicités par des organisations internationales. Nous avons même formé des pays. Nous sommes allés au Sénégal. Nous avons été invités au Niger et nous sommes allés présenter donc par exemple la formation sur les modules sur l'approche famille. Et en interne, nous avons diffusé l'outil parce que les outils sont faits de telle sorte que tous les acteurs sont concernés. L'accueil, le service de prévention, le service médical, les conseillers. Nous avons diffusé les documents dans tous les services. Tout le monde les avait, les fiches étaient coulées ou les chevaliers placés. Et nous avons mis en place des indicateurs pour continuer à mesurer donc cette approche famille. Nous avons même présenté un abstract au Zimbabwe. Nous avons fait des abstracts sur l'approche famille. Nous avons eu même un award de la meilleure présentation au Zimbabwe, par exemple, lors du CASA. Et donc, nous avons continué à former, surtout la formation. Nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes sollicités pour continuer à former des gens en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà comment nous avons pu vulgariser l'approche famille. Il nous reste un défi. C'était le guide pratique. Nous n'avons pas encore pu le faire. Pour le passage des ados, le document vient d'être disponibilisé. Nous sommes en train de l'imprimer et nous allons faire le même dispositif, le partager à tous nos partenaires et former nos organisations sœurs. On a une question de Blanche. Est-ce que Blanche, tu veux la poser directement à Kofi? Oui, bonjour à tous et à toutes. Du coup, j'ai posé la question à Kofi à savoir, est-ce que cette formation est étendue au niveau du Cameroun? Parce que depuis, on nous parle de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Est-ce que cette formation est également étendue dans le territorial camerounais? Parce que nous, étant camerounaise, on ne sait pas. Du coup, c'est quelque chose de novice pour moi, surtout pour nous qui travaillons à Transamicale. C'est quelque chose de novice et avec l'explication que Kofi vient d'échanger, je trouve ceci une très bonne chose et j'aimerais savoir est-ce que cette formation pourrait être bénéficiée au niveau du Cameroun déjà pour commencer? Oui, merci beaucoup. Comme je l'ai indiqué, c'est une bonne pratique, c'est une stratégie que nous avons capitalisée et qui est à la disposition de tous nos partenaires. Si, au niveau du Cameroun, vous souhaitez avoir ces documents, nous pouvons vous les partager sans problème. Si vous souhaitez que nous venions former donc les prestataires du Cameroun, enfin de votre organisation sur l'approche famille, vous faites la demande normale donc au centre SAS et on discutera ensemble des dispositions à prendre pour que la formation ait lieu comme on l'a fait à MVS et à Bok Yaka au Sénégal. Donc, le centre SAS est disponible pour partager son expérience. Si on peut pas se déplacer, on peut organiser un call, on peut faire un Zoom où nous allons vous donner les éléments qu'il faut sur cette approche. Donc, nous sommes disponibles. Merci beaucoup. Ok, d'accord, Kofi. D'accord, mais Kofi, je ne sais pas si j'ai mal compris, hein, je ne sais pas. Est-ce que la formation en question est payante? Est-ce que ça se passe? Comment ça se passe pour être formé dans un pays? Est-ce que c'est que l'organisation en question vous déplace? Comment ça se passe? Parce que pour cela, quelles sont les modalités déjà pour commencer? Et les mécanismes à avoir cette formation-là à notre niveau? Parce que déjà, les documents en question, j'aurais vraiment besoin pour mieux davantage nous imprégner au niveau de Transamicale. Donc, j'aimerais savoir les mécanismes, les modalités et tout ce qui va avec. Ouais. Blanche, je me permets juste d'intervenir pour clarifier la question. Est-ce que la question porte bien du coup sur l'expertise
du centre SAS et donc le transfert de cette expertise, le partage de cette expertise du centre SAS, donc notamment sur l'approche famille, ou bien est-ce que la question portait plutôt sur l'accompagnement à la méthodologie de capitalisation? La méthodologie et l'accompagnement. Ah, ok. Donc, on va peut-être laisser Vincent Bastien répondre à cette question puisque c'est lui qui avait accompagné le centre SAS avec la plateforme Elsa. Bonsoir Blanche. En fait, l'accompagnement de la plateforme Elsa, c'était un appel à manifestation d'intérêt qui était lancé depuis maintenant une dizaine d'années, tous les 3 ans, et qui permettait aux associations partenaires d'Elsa de solliciter un appui et un accompagnement, que ce soit formation ou accompagnement technique sur la capitalisation. Et donc pour info, il y a des associations camerounaises qui ont bénéficié de cet accompagnement. Je pense notamment à Horizon Pas, avec laquelle on a travaillé sur leur drop-in center pour accueillir les travailleuses du sexe. Et puis on avait également accompagné par le passé Alternative Cameroun sur la mobilisation des femmes lesbiennes. Donc il y a des structures camerounaises qui ont bénéficié. Maintenant, comme tu le sais, les activités de la plateforme ELSA prennent fin là dans quelques semaines, malheureusement. En revanche, vous pouvez toujours trouver sur le centre de ressources de la plateforme ELSA un certain nombre de documents qui vous permettent justement en tout cas de vous initier, de vous auto-former un peu sur la capitalisation. Donc, je vous encourage à aller télécharger ces documents-là. Merci beaucoup, Vincent. On va devoir continuer, mais on a bien vu qu'il y avait des questions complémentaires dans le chat. Donc, on va pouvoir y répondre directement dans le chat. Juste, on va laisser la parole à l'intervenant suivant. En tout cas, encore un très grand merci à Kofi d'avoir pris ce temps pour nous partager tout ce que vous avez mis en place avec le centre SAS en matière de capitalisation. Je trouve que c'est extrêmement inspirant et surtout ce que j'entends et qui est très positif, c'est que aujourd'hui tous les documents, tous les produits de capitalisation vous servent encore, notamment en matière de formation et en matière d'engagement du coup des équipes. Donc je trouve que c'est extrêmement positif. Merci beaucoup pour ce partage. Et je vais donner sans plus tarder la parole à Richard Raoufou Adekandi, qui est psychologue clinicien au sein de l'association Le Jacques pour la vie au Togo, qui va du coup nous partager les contraintes et obstacles à la capitalisation dans une organisation communautaire et notamment pour pouvoir parler des solutions à envisager avec l'objectif de pouvoir parler de plusieurs démarches de capitalisation mises en place par l'association et un petit peu les défis que le Jacques pour la vie a pu rencontrer. Richard, si tout est OK pour toi, je te laisse la parole et je t'invite à nous faire signe pour qu'on puisse passer les slides. Bonjour à tous. D'abord, on va parler un peu de l'engagement du JAD dans le domaine de la capitalisation. Effectivement, depuis un certain nombre d'années, déjà en 2012, 2013, voire 2014, le JAD se posait déjà la question de comment capitaliser tout ce qu'il avait comme ressources, comme expérience, comme bonne pratique. Et c'était vraiment aussi un défi pour nous, pour le JAD, de pouvoir garder la mémoire de toutes ces bonnes pratiques que nous avons et de pouvoir les transférer aux nouveaux venus, surtout les nouveaux membres de l'association, le personnel qui se renouvelait au jour en jour. Comment pouvoir transposer, comment pouvoir faire en sorte que ceux qui viennent aussi puissent avoir la mémoire, garder la mémoire de ces bonnes pratiques. Aussi, le défi pour nous était de maintenir aussi la qualité de la prestation des services, des activités que nous menons, surtout les bonnes pratiques, quel que soit le personnel qui exécute cette activité ou qui utilise ces bonnes pratiques-là. L'autre aussi défi pour nous, c'était la nécessité d'améliorer nos pratiques en apprenant de nos erreurs. Voilà. C'était important pour nous de pouvoir travailler sur nos pratiques, voir là où il y a des erreurs et comment les améliorer. Donc, voilà des défis pour nous. Et aussi, donner la visibilité à nos bonnes pratiques que nous avons, ne pas le maintenir au sein de notre structure, mais pouvoir le partager avec nos partenaires, d'autres organisations de la société civile qui intervenaient dans la même thématique que le JAD pour la vie. Alors, depuis 2014,
2014, surtout 2015, le JAD a capitalisé sur un certain nombre d'activités que nous présentons. En 2015, ce n'est pas en 2014, oui, c'est en 2015, avec le concours, l'appui de Elsa, surtout avec le coaching de Vincent. Je voudrais dire aussi que déjà que l'association a eu à bénéficier d'une formation, surtout dans le cadre de Elsa, de la formation sur la capitalisation, où un certain nombre de personnels de l'association ont eu à bénéficier de cette formation en capitalisation, comme René, d'autres personnes également, et qui ont su, en retour, faire un transfert de connaissances aux autres membres de l'équipe pour pouvoir travailler en synergie. Alors, les produits de la capitalisation du JAD, on a eu, voilà, l'AGR du JAD. On a capitalisé sur comment l'AGR a pu s'appuyer, collaborer avec une institution de microfinance pour pouvoir mettre en place des activités génératives de revenus au profit des personnes vivant avec le VIH et de leur famille. Également, en 2017, nous avons rédigé un guide de formation de la paire éducation et aussi sorti un programme sur le processus d'accompagnement des femmes qui sont sous traitement ARV par leurs partenaires. Et en 2023, nous avons sorti aussi un guide sur l'animation des causeries éducatives, surtout sur l'éducation en matière de santé sexuelle et reproduction. Et en 2004, et ça c'est en cours de production, nous mettons en place un cahier du père éducateur qui est avec des outils dont les pères éducateurs ou la père éducatrice vont se servir pour pouvoir sensibiliser leurs pères dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et tout ce qui est lié aux IST, VIH, SIDA. Voilà un peu déjà en photo quelques productions du JAD. Là, on voit l'activité, la première activité de capitalisation qui a été faite en 2015, qui est l'activité génératrice de revenus et VIH, leçons tirées de l'expérience. Voilà, la documentation est en imprimé et aussi sur clé USB. Diapo, voilà. Ici aussi, on a le guide d'animation d'exposerie éducative. Là, on a la page de garde où on a des documents, surtout des fiches pédagogiques qui sont utilisées par les animateurs dans la sensibilisation au niveau de la communauté. Quels sont les obstacles, les contraintes que le JAD a rencontrées dans son processus de capitalisation? Alors, on peut dire d'abord, surtout en interne, la première des choses, c'est d'abord le choix du sujet de capitalisation ou de l'objet de capitalisation. Sur quoi le JAD veut capitaliser? Donc, c'était ça. On avait une panoplie de bonnes pratiques et quoi sélectionner, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser. Donc, c'était ça. Chacun venait aussi avec ses idées. Voilà. Donc, c'était déjà la première contrainte, c'était quoi choisir, quelle bonne pratique, quel sujet, sur quoi capitaliser. Voilà. Donc, il était question de pouvoir réfléchir, de pouvoir laisser certains, voilà, bonnes pratiques pour pouvoir ne garder qu'un sujet qui va nous permettre, sur lequel on veut capitaliser. La deuxième chose, je crois que Kofi l'a dit aussi dans son intervention, c'est la capitalisation mérite aussi qu'on ait la disponibilité de ressources, des expertises multiples pour pouvoir mener l'activité. Et ici, il y a aussi question de la disponibilité de la ressource humaine pour pouvoir mener cette activité. Voilà. Et souvent, c'est des personnes, la ressource humaine, surtout à l'interne, c'est des ressources aussi qui sont sur d'autres projets, sur d'autres thématiques. Donc, il y a une difficulté de pouvoir dégager du temps, pouvoir se disponibilité pour pouvoir mener réellement l'activité de capitalisation.
Une autre difficulté, c'est aussi, ça rejoint un peu le premier, mais aussi toutes les parties prenantes dans cette activité, surtout par exemple les bénéficiaires de l'activité. Si on prend par exemple la première activité qui est au niveau de la collaboration entre une association et une institution de microfinance, pour faire cette activité, il faut quand même la disponibilité des parties prenantes comme les personnes ressources au niveau de la microfinance qui avaient mené cette activité-là. Et donc, c'était un peu difficile. Et aussi des bénéficiaires au niveau de l'association qui avaient bénéficié en temps, c'est leur disponibilité. Ce n'était pas évident de les avoir pour pouvoir faire les enquêtes, faire les focus groups, ainsi de suite. Ce n'était pas du tout évident d'avoir leur disponibilité de ces parties prenantes pour mener les activités. Et aussi, comme il y a aussi la contrainte, la difficulté, c'est, voilà, on a dit, comme je viens de le dire, il y a la disponibilité des personnes clés, les personnes ressources pour mener. Ce n'est pas évident de les avoir toujours, des personnes qui peuvent vous aider à progresser dans tel ou tel outil. Et souvent, comme c'est un travail de bénévole, il faut les personnes qui ne se sentent pas vraiment concernées, ils se demandent parce que est-ce que voilà, qu'est-ce que ça va me rapporter, et donc ils ne trouvent pas déjà un plus-value pour eux-mêmes. Donc c'était très difficile de pouvoir avancer avec eux, surtout les formes de bénévolat, d'être bénévole, de se donner pour cette activité qui n'est pas rémunérée sur le plan financier. Donc, c'était aussi une des difficultés, des contraintes liées à cette activité. Sur le plan externe, c'est beaucoup plus en termes de contraintes budgétaires parce que c'est les activités de capitalisation, ça mérite aussi des budgets. On fait appel surtout aux partenaires financiers de pouvoir nous, et souvent, compte tenu de certaines contraintes financières, il y a des choses qu'on envisageait faire au départ qui ont dû être laissés, on était, voilà. Et des fois aussi, le désir de certains partenaires financiers qui ne cadrent pas forcément avec nos priorités en termes peut-être d'outils à mettre en place, de production de telle affiche, de tel outil. Et donc, c'était des difficultés qu'on avait rencontrées, qu'on rencontre aussi dans ce processus de capitalisation. Pour pouvoir avancer quand même à surmonter ces obstacles, le JAD a dû quand même donner des priorités, a dû prioriser parmi le panoplie des sujets, des bonnes pratiques, a dû quand même prioriser et à donner la valeur à une pratique à capitaliser. Et donc, il est important quand même de ne pas prendre beaucoup de bonnes pratiques à capitaliser en même temps. Il est important quand même de voir qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qui est primordial aujourd'hui à capitaliser. Donc, on a dû faire un choix parmi tant d'autres pour pouvoir donner priorité à un sujet de capitalisation. La deuxième chose, c'est la répartition des tâches. Je crois que Kofi aussi l'a dit tout à l'heure, au sein de l'équipe de travail, du groupe de travail en termes de capitalisation, on a dû faire la répartition des tâches entre les membres de l'équipe pour que chacun puisse aller au bout de sa tâche, et on se donne des délais pour voir comment cela avance et pouvoir mettre tout ensemble. Voilà. Le JAD aussi a dû s'adapter à la disponibilité des parties prenantes, surtout certains acteurs extérieurs comme les bénéficiaires, comme d'autres personnes ressources, à leur disponibilité pour pouvoir avancer quand même. Et aussi, le JAD a dû revoir le coût par rapport à certaines activités, à certaines productions en fonction du budget qui était disponible. Et l'autre solution également, on a dû travailler en équipe pour pouvoir, surtout avec les partenaires, pour arriver à un point d'entente, sur le plan budgétaire ou sur le plan des priorités, pour qu'on s'entende sur un point, pour pouvoir avancer dans la capitalisation, dans l'outil à produire, ainsi de suite. Et pour aussi avancer surtout dans certains domaines techniques comme
l'infographisme, la production de suivi de certains supports ou revoir la documentation. Le GIAD a dû utiliser des réseaux de relations, de connaissances, des personnes qui sont experts dans tel ou tel domaine. Et là, on voudrait remercier Vincent surtout pour sa disponibilité qui nous a aidé beaucoup en termes d'infographisme et en termes de relecture de certaines de nos affiches. Quelle leçon le GIAD tire de son expérience, surtout en matière d'organisation? On s'est rendu compte que pour la réussite de l'exercice de capitalisation, c'est un effort collectif. Je pense que Kofi l'a dit aussi dans son développement. Voilà, ce n'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de toute une équipe, de l'ensemble. Et on a besoin quand même d'une dose de bénévolat, que des personnes se disponibilisent pour pouvoir faire ce travail. Il faut vraiment, c'est pour cela qu'il y a un travail de sensibilisation pour que tout les ressources humaines de l'association soient convaincus du bien fondé de la capitalisation et surtout des outils à capitaliser pour pouvoir aider à ce que le travail se fasse. Deuxième chose, on a remarqué que c'est bien de faire la capitalisation in vivo, surtout dans les activités que nous entreprenons, parce que on s'est rendu compte que si on veut capitaliser sur un sujet qui est déjà passé, sur une activité déjà passée, c'est très difficile de pouvoir se remémorer les bonnes pratiques, tout ce qui a été fait, et des fois aussi que les ressources humaines qui étaient sur cette activité, sur cette pratique ne sont plus là, et c'est difficile d'avoir la mémoire vive pour le faire. Et donc, c'était important en matière de capitalisation de faire une capitalisation in vivo qui aide à pouvoir avoir la mémoire vive, avoir les outils sur place et qui ne demande pas trop d'énergie. Sauf que c'est une activité in vivo qui va être étalée sur une longue période. Et comme je le disais tantôt, il est important d'avoir l'adhésion de tout le monde. Le travail de capitalisation est très important et il faudrait que tout le personnel dans la structure soit sensibilisé et adhère à ce processus pour que ça puisse vraiment réussir. Merci beaucoup Richard pour cette riche présentation du coup sur l'expérience de capitalisation du GIAD pour la vie, expérience qui a été très longue puisqu'il y a eu plusieurs supports qui ont pu être créés. Il y a plusieurs participantes qui demandent si les différents guides que tu présentais, s'ils peuvent être accessibles, s'ils peuvent être partageables. Oui, en fait, comme je l'ai dit au début, notre objectif aussi, c'est de pouvoir partager les bonnes pratiques avec tous nos partenaires. Et donc, c'est des outils qui sont disponibles au niveau du GIAD. Et il suffit qu'on en fasse la demande et qu'on mette à disposition de ceux qui en ont besoin. Très bien, merci beaucoup Richard. Du coup, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait OK qu'on partage une adresse mail du GIAD, peut-être l'adresse info ou bien ton adresse où tu nous indiqueras si ce serait possible qu'on partage une adresse mail aux participantes ou bien qu'on vous envoie la liste des personnes, les adresses mail des personnes qui ont manifesté un intérêt pour les différents guides. Est-ce que ce serait possible, Richard? Je pense que les deux peuvent être possibles. Aussi bien que partager l'adresse mail du GIAD et aussi avoir aussi la liste des participants qui sont intéressés par la documentation du GIAD. Parfait. Merci beaucoup. Donc, toutes les personnes intéressées par le guide, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail directement dans le chat et on en prend note pour vous envoyer la documentation derrière. On a une question de Sosten. Sosten, à toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Félicitations à Richard pour sa présentation. En fait, comme on dit, nous sommes en train d'apprendre effectivement en fait sur cette thématique, sur la capitalisation. Mais j'ai deux préoccupations, si vous permettez. La première, dans sa présentation, il a parlé en fait de la priorisation. Moi, j'aimerais savoir un peu de façon simple.
Parce que si vous êtes une ONG avec autant d'expérience, et j'imagine que, voilà, vous avez un certain nombre de sujets sur lesquels vous voulez capitaliser. Et j'aimerais savoir comment ils ont justement procédé, en fait, par la priorisation. Est-ce qu'ils ont mis en place justement une grille pour prioriser en fait les sujets auxquels ils voulaient justement faire la capitalisation? Ensuite, la deuxième préoccupation, ils ont parlé en fait de l'implication des bénéficiaires. Je peux me tromper. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont mis en place en fait des critères justement pour, parce que quand on parle des bénéficiaires, ben on peut pas prendre tout le monde justement pour mettre en fait la main à la pâte pour justement en fait faire ce travail de capitalisation. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a eu, en fait, voilà, les critères de sélection, justement, en fait, des bénéficiaires pour participer, justement, à cette étude sur la capitalisation. Donc, voilà un peu quelques questions que je voulais avoir des éclaircissements parce que, comme j'ai dit d'entrée que, en fait, pour nous aussi, c'est un apprentissage, hein. Peut-être qu'on veut, dans une année, 2 ans, voilà, se focaliser sur la capitalisation. On aimerait quand même, voilà, partir un peu de l'existant. Qu'est-ce que les autres ont fait, justement, pour arriver là où ils sont? Merci. Merci beaucoup, Thorsten. Effectivement, comme je l'ai dit dans la présentation, que en fait, en matière de dans le processus de capitalisation, surtout au niveau des bonnes pratiques, il fallait quand même prioriser parce que c'est une activité aussi qui épuise, qui prend du temps. Et il faut quand même à un moment donné savoir qu'est-ce qu'on fait cette année. Et puis c'est aussi une activité qui demande aussi en termes de production, de documents et d'articles et autres. Donc il fallait savoir qu'est-ce qui est important pour nous comme pratique, qui est nécessaire, qui est indispensable aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est sur des critères par rapport à nous au niveau des priorités du JAD aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons? Et ces bonnes pratiques que nous voulons mettre là, est-ce que ça va comment ça peut être, quelle est l'utilité d'abord pour le personnel, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de critères, de questions qu'on se pose qui permet quand même à l'équipe d'arriver à quand même prioriser un sujet de capitalisation. Par exemple, le document, par exemple, le guide d'animation, c'est parce qu'on a trouvé que c'était important pour les animateurs qui arrivaient au niveau du JAD d'avoir quand même des supports pour pouvoir continuer l'animation, travailler pour continuer la sensibilisation au sein des communautés, au niveau des groupes comme les jeunes scolaires ou extrascolaires et autres, ou même au sein des jeunes qui arrivaient au niveau des points d'écoute jeunes. Voilà, il faudrait que les animateurs aient des documents assez solides et qui leur permettent de pouvoir travailler. Donc, c'était une priorité pour nous et c'est pour ça que on s'est décidé que cette année, on devait ce guide d'animation. Donc, effectivement, c'est sur des critères assez pointus qui permettaient quand même à l'équipe de pouvoir choisir un sujet sur lequel capitaliser. Pour la deuxième question concernant l'implication des bénéficiaires, et effectivement, il y a toujours le choix des bénéficiaires, souvent dans les activités que nous menons, pour pouvoir capitaliser sur une pratique ou une expérience. Et par exemple, je vais donner l'exemple simple de l'activité de l'accompagnement des femmes sous traitement ARV par leur conjoint. C'est une activité que nous avons, c'est un programme qui a été mis en pratique par le ZAD et expérimenté. Voilà. Pour le capitaliser, il fallait faire recours aux bénéficiaires, toutes les personnes qui ont pu bénéficier de cette activité, quelle a été la plus-value, comment ils ont vécu les activités, quels étaient les hauts et les bas, ainsi de suite. Donc, il a fallu faire recours aux bénéficiaires de cette activité, des activités de cette implication. Idem par rapport aux activités de l'AGR, des AGR par exemple. Par exemple, surtout la majorité des bénéficiaires de cette activité qui ont eu accès au crédit auprès des microfinances pour pouvoir réaliser les activités, c'est des bénéficiaires. Donc, on a fait recours à ces bénéficiaires-là pour pouvoir
leur poser des questions, faire une enquête à leur niveau, voir leur satisfaction, quels ont été les plus, quels étaient les moins, pour pouvoir améliorer en fait la pratique. Donc, effectivement, l'implication des bénéficiaires est un axe important dans le thème de capitalisation, surtout les personnes qui sont impliquées directement dans ces activités ou dans ces bonnes pratiques qu'on veut valoriser. Une dernière question, Richard. Tout à l'heure, en début de ton intervention, tu disais améliorer les pratiques. Enfin, la capitalisation, ça permet d'améliorer les pratiques en apprenant des erreurs. Et du coup, j'imagine que cela fait écho à l'expérience, on va dire peut-être l'échec. En tout cas que le JAD a pu rencontrer avec votre première capitalisation, enfin en tout cas la démarche d'AGR. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion? Comment est-ce que vous vous êtes dit qu'en fait ça pourrait être aussi intéressant et enrichissant pour vous de capitaliser sur vos erreurs, puisque on a peut-être comme premier réflexe de penser que le plus important c'est de capitaliser sur ses réussites et ses bonnes pratiques. Pourquoi est-ce que le JAD a choisi cette démarche-là? C'est vrai que dès le départ, on s'est dit oui, il faut pouvoir valoriser les bonnes pratiques qu'on a mis en place, mais au fur et à mesure et surtout avec la formation sur la capitalisation et les expériences que nous avons, on a vu quand même que la capitalisation ne servait pas que à valoriser les bonnes pratiques, mais aussi c'est un outil indispensable qui nous permet de revisiter même ces pratiques-là, de voir quelles sont les difficultés ou quelles sont les erreurs même au sein de ces activités-là, et pouvoir par exemple aider à d'autres qui veulent par exemple mettre en place ces activités, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ou les choses à ne pas faire pour que l'activité puisse vraiment réussir. Et pour nous, ça nous servait nous-mêmes déjà à améliorer même la continuité de l'activité. Merci beaucoup, Richard. Je trouve que c'est un très beau mot de conclusion, en tout cas. Et encore une fois, une démarche inspirante aussi de se dire capitaliser, ça n'est pas seulement valoriser, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur les erreurs, les difficultés et les échecs pour pouvoir améliorer les pratiques. Merci encore pour ton intervention. Et du coup, sans plus attendre, je vais passer la parole au docteur Adam Yatassaye, donc de Arcade Santé Plus Somalie, avec du coup comme proposition d'échanger autour de la plus-value et des limites d'un accompagnement à la capitalisation, avec notamment un retour d'expérience sur Gumnoso et le parcours pour devenir principal récipiendaire du Fonds mondial. Adam, je te laisse la parole et je te laisse aussi m'indiquer quand tu souhaites qu'on passe les slides. Merci bien, merci à toute l'équipe ELSA, bonjour à tous les participants au webinaire. C'est un bonjour qui vient de toute l'équipe Arcade et de notre directrice générale, Dr Bintou Dambélé. Merci aussi pour le sujet qui va être débattu. Il est un peu dans la suite logique de mes deux prédécesseurs, parce qu'on va parler de capitalisation, mais dans un modèle de accompagnement dont la structure Arcade a bénéficié sur les deux thématiques et d'autres d'ailleurs qu'on va vous partager sur le parcours. Donc, Arcade Santé Plus, je pense que pour beaucoup, c'est une entité qui est connue aussi sous le nom de Arcade SIDA pendant longtemps, qui a été créée depuis 1994, qui travaille dans le domaine de l'accès aux services de prévention, de prise en charge pour la tuberculose, le VIH, la tuberculose, VIH et le paludisme, dans un environnement vraiment moins stigmatisant et assez favorable par rapport à l'accès à nos populations cibles qui sont les PV-VIH, les groupes vulnérables par rapport aux 3 maladies. Nous offrons des services de prévention, de prise en charge globale, plaidoyer, et nous sommes aussi investis dans le domaine de la recherche communautaire. Et nous avons des unités opérationnelles d'offres de services qui sont les CESAC, les centres de santé sexuelle. Je les cite parce qu'on reviendra sur ces unités opérationnelles également, qui sont un peu réparties sur le plan géographique dans beaucoup de régions du pays. Et comme signalé, nous sommes depuis 2021 récipiendaires principal des fonds du Fonds mondial pour tout le volet communautaire de la réponse à la tuberculose et le VIH.
Donc, Arcade dans la capitalisation, c'était vraiment pour documenter et valoriser une expérience de 30 ans de mise en œuvre des interventions avec une démarche très particulière quand même, qui est vraiment centrée sur les bénéficiaires, qui sont d'abord nos patients, mais qui sont aussi toutes les personnes à risque qui viennent au niveau de nos entités pour avoir les services de prévention et de prise en charge. C'est aussi, en tant que communautaire, assurer un peu une institutionnalisation des modèles reçus pour aller rapidement à une mise à échelle de ce que nous avons réalisé sur le terrain. Et aussi, il a été mis en place parce que c'est aussi un modèle fort pour aider à la mobilisation des ressources. Donc là, on présente quelques œuvres qui ont été capitalisées, des actions durant les 10 dernières années, à travers d'abord le programme Gondoso. Gondoso, c'est un programme de capacitation des femmes vivant avec le VIH/SIDA autour de la question du partage du statut sérologique. C'est vrai qu'en tant que structure communautaire, les équipes sont là pour offrir des services en adéquation avec les besoins qui viennent de nos patients, en tout cas de nos cibles. Et là, on avait déjà eu cette information, on avait déjà ce ressenti de poids, du secret chez les femmes vivant avec le VIH/SIDA. Nous sommes une société comme la plupart de ceux qui participent aujourd'hui à ce webinaire, où vraiment le poids du secret était un élément très, très lourd, très difficile à gérer pour les femmes vivant avec le VIH/SIDA. Et donc, ce programme, il a été mis en place dans ce cadre et qui a eu quand même aussi des résultats très probants à la suite d'une évaluation sur différents critères qui étaient surtout l'allègement du poids du secret. Donc, un programme qui a été valorisé, qui a été capitalisé et qui, au-delà du programme dans sa globalité, a dans ce deuxième document de capitalisation que vous voyez aussi mis l'accent sur qui sont les acteurs de mise en œuvre, de réalisation vraiment de ce programme. Donc, un deuxième document de capitalisation des compétences pour un accompagnement à la gestion du partage du statut sérologique aussi a été élaboré en partenariat avec, pour tous les deux documents, avec la Fondation de France et Gondoso et la Coalition Plus. Autre œuvre, toujours dans le cadre de la capitalisation, c'est l'adaptation aussi du modèle Gondoso à des jeunes. Et ça, c'est une capitalisation qui va vraiment au-delà de la frontière du Mali, mais qui a été adaptée avec les associations de jeunes vivant avec le VIH/SIDA au Sénégal pour voir comment du langage, du cadre de compréhension des outils, des activités des femmes, on peut transférer le modèle aussi à des jeunes vivant avec le VIH/SIDA, toujours autour de la question du partage du statut sérologique. Et donc ça, c'est aussi une capitalisation une capitalisation de cette démarche de transfert de ce modèle conçu autour de Gondoso pour les femmes à Gondoso pour les jeunes vivant avec le VIH/SIDA, qui est de Gondoso au modèle Takou-PIC, adaptation avec les associations du Sénégal, mais une participation des jeunes du Burkina également dans ce processus. Arcade, et on en vient, c'est aussi un processus qui a fait l'objet d'une capitalisation. C'est comment on est passé de sous-récipiendaire à récipiendaire principal sur le Fonds mondial. Vraiment, quels sont tous les changements, les étapes, les éléments clés sur lesquels il faut se mettre vraiment à concrétiser pour que ce passage de niveau sous-récipiendaire à Pierre soit réalisé. Je veux vraiment grand bravo à Vincent qui a été un acteur présent avec les équipes, tellement à l'écoute pour mieux comprendre, vraiment mieux traduire tout ce que les équipes ont vécu pour aller à réaliser ce grand pas. Et deux autres aujourd'hui documents sont en cours de finalisation. C'est la capitalisation de l'expérience de la mise en place de la clinique communautaire des Halles de Bamako, qui constitue aujourd'hui vraiment au niveau de la sous-région une plateforme de renforcement de compétences de vraiment les acteurs qui veulent s'impliquer sur une prise en charge des populations assez éloignées des services de santé classiques, notamment les populations clés, mais les personnes aussi ayant un rythme de vie qui est assez éloigné des horaires classiques d'offres de services au niveau des sites publics. Donc, ce modèle aussi est en train d'être capitalisé pour voir dans sa démarche de mise en place
quels sont les éléments auxquels il faut vraiment être regardant, sur lesquels il faut être regardant, quels sont vraiment les aspects à prendre en compte. Et dernière œuvre aussi en cours de finalisation, c'est la capitalisation sur la question de santé anale. Donc, il y a aussi à la date d'aujourd'hui quand même une thématique bien qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qu'il est important d'explorer et d'inclure dans les paquets de services qu'on offre à nos populations, à nos bénéficiaires. Alors, lorsqu'on est dans un processus d'accompagnement à la capitalisation, nous avons identifié un peu quels sont les points de vigilance. Points de vigilance, on en a non seulement pour la structure qui est accompagnée, mais aussi pour l'entité ou la personne qui joue le rôle de l'accompagnant. Pour la structure, je pense que ça a été dit plus avant moi dans les deux premières présentations, c'est que il faut que la décision d'aller à la capitalisation soit vraiment une option, un choix stratégique et très politique par la structure et aussi les équipes de mise en œuvre. C'est important parce que les équipes vont mettre du temps et c'est une activité qui est vraiment, comme on le dit, en tout cas ça occupe vraiment les équipes et il faut que les enjeux soient perçus de la même façon pour que leur implication soit adéquate, pour que cette disponibilité on puisse l'avoir et aller dans ce processus de capitalisation. C'est aussi, comme on l'a dit, ça implique tout le monde. Donc, il faut associer toutes les parties prenantes. J'ai bien aimé tout à l'heure le modèle de comment on implique les bénéficiaires par rapport au projet JAD. C'est exactement la même chose. C'est de prendre aussi en compte l'avis des bénéficiaires pour voir comment ils ont vécu les activités, quels ont été les points forts en termes de ressenti et les prendre en compte dans ce qu'on va mettre en place. C'est une activité qui coûte et pour laquelle aussi il faut avoir un soutien financier et aussi les équipes terrain pour accompagner ce qui va être mis en place. L'accompagnant, pour que ça se passe bien, il faut cette expertise technique et tout ce que ça implique, mais aussi une bonne connaissance du domaine qu'il est en train d'accompagner pour aller à la captation. Il faut que cet accompagnant aussi ait cette capacité de s'aligner à la culture de l'institution qu'elle accompagne, que cet accompagnant comprenne un peu quelles sont les valeurs, les principes, pour ne pas être à un moment donné en porte-à-faux avec les équipes qui doivent écouter, des équipes qui doivent comprendre, à partir desquelles aussi l'accompagnant doit tirer les éléments pour aller à construire cette capitalisation. Et il doit avoir des idées très novatrices. J'ai bien aimé dans les autres présentations, penser dès la capitalisation à quels sont les moyens de diffusion qui vont être mis en place. Donc, il doit être aussi dans cette logique de projection, vraiment d'être à l'avant et dès maintenant de poser vraiment les éléments essentiels pour les étapes futures dans le processus de capitalisation. Et comme je l'ai dit, la bonne capacité d'écoute, d'analyse et de symbiose avec les équipes. Il y a ça, c'est un peu des éléments de plus-value, mais il y a aussi des inconvénients. L'avantage d'avoir d'un accompagnement dans la capitalisation, c'est la disponibilité de l'accompagnant, parce que ça laissera aux équipes le temps de se consacrer à leur travail de tous les jours et pendant que l'accompagnant est là et aussi faire beaucoup plus focus sur la capitalisation qu'il est en train d'accompagner. L'avantage aussi, il faut qu'on arrive à le mettre en cours, c'est qu'il faut, pendant le processus de capitalisation, mettre en place le transfert de compétences pour petit à petit, sans réussir à faire un modèle comme au niveau de SAS ou de JAD tout de suite là. Mais c'est déjà de doter les équipes terrain des principes ou des petits outils ou du petit déclic qu'il faut pour penser à capitalisation lorsque nous sommes déjà en train dans la mise en œuvre de mettre les activités. L'avantage aussi, c'est que quand il est là, il accompagne, il donne tout ce soutien moral, cet encouragement et motive aussi les équipes. On l'a vu, la question de disponibilité dans les deux présentations, c'est extrêmement important et délicat quand il n'y a pas toujours cet accompagnant qui est là pour solliciter, s'adapter un peu à la disponibilité des équipes. Comme ça peut vraiment être des avantages et des avantages que nous avons aussi notés dans les différents accompagnements dont on a bénéficié. Les inconvénients, c'est que ça a un coût. Et pour des structures communautaires, ce n'est pas toujours évident d'avoir les moyens qu'il faut pour bénéficier de
cet accompagnement. Et il y a des dépenses que ça peut créer et les compétences internes en capitalisation donc qui sont un peu freinées. Donc ça peut aussi être un inconvénient et des incompréhensions aussi entre l'accompagnant et l'équipe, des structures aussi qui peuvent être rigides et ne pas s'ouvrir aussi aux propositions de l'accompagnant, que certaines personnes dans l'équipe peuvent penser non, lui il est externe à notre dynamique, il ne comprend pas. Donc ça aussi c'est des inconvénients qui peuvent exister lorsqu'on est dans un dispositif où c'est un accompagnement qui est fait dans la capitalisation. En termes de leçons apprises, il faut reconnaître qu'au niveau des structures communautaires, pour la plupart, c'est un concept qui n'est pas toujours intégré. Or, nous savons que c'est le secteur des organisations de la société civile qui sont vraiment pourvoyeurs d'innovation et de bonnes pratiques. Et une des leçons aujourd'hui, c'est que ce n'est pas systématisé. Or, c'est là où on a vraiment des bonnes pratiques, on a les innovations, on a moins de flexibilité, où on s'adapte au terrain, où on peut créer des modèles efficaces pour répondre aux besoins de la nation. Et autre leçon, c'est qu'elle est une opportunité pour créer des liens et un réseau de partenariats nouveaux. Aujourd'hui, à travers Gundoso, c'est au-delà de frontières, c'est vraiment une méthodologie, une approche qui est assez connue et qui a fait qu'aujourd'hui, on a de nouveaux partenaires sur la question de l'accompagnement psychosocial. Elle est un moyen aussi sûr pour valoriser les pratiques communautaires. Et ça, c'est indéniable. Un modèle aujourd'hui qui, au Mali, dans le Fonds mondial, a été soutenu et a été réalisé, non seulement à Bamako, mais dans les autres régions et porté par les associations de personnes vivant avec le VIH-Sida, qui se sont appropriées de l'outil et qui utilisent ça dans les différentes sessions pour accompagner les femmes dans cette gestion du stade. Elle est aussi, comme on l'a dit tantôt, un moyen de plaidoyer et de mobilisation de ressources. Donc, en conclusion, l'accompagnement à la capitalisation peut être bénéfique, mais il faut que ce soit bien organisé, adapté aux besoins des parties concernées et que ça risque de dépendre de l'engagement de la structure. Vraiment, la capitalisation, c'est une question d'engagement et d'ouverture d'esprit à l'innovation et à l'accompagnement aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup Adam pour cette riche présentation du coup sur l'expérience de capitalisation de l'Arcade Santé Plus. N'hésitez pas du coup dans le chat à poser vos questions ou bien à lever la main si vous le souhaitez. Peut-être moi une première question. Tu disais que la capitalisation c'est une opportunité de créer des liens et un réseau de partenaires, un réseau de partenariat. Et je me demandais justement dans la capitalisation que vous aviez fait du coup sur l'adaptation du modèle Gundoso au contexte des jeunes vivant avec le VIH au Sénégal. Déjà, comment vous avez fait le choix du coup de réfléchir à la réplication du modèle au Sénégal et comment s'est passé ensuite ce transfert à des partenaires sénégalais ou à d'autres partenaires d'ailleurs d'autres pays, les diffusions vraiment du coup de toute cette expertise que vous avez développée dans le cadre du programme Gundoso. Ok. Et il faut noter que Gundoso a fait l'objet quand même de présentations au niveau de beaucoup de forums, de rencontres sous-régionales, de conférences. Et donc, c'est ainsi que les associations du Sénégal pour les jeunes, à travers des partenaires, sont rentrés en contact avec Arcade, parce que nous sommes aussi dans le réseau de Coalition Plus. Et déjà, dans la capitalisation de Gundoso, la perspective aussi pour nous, c'était d'abord dans un premier temps d'adapter Gundoso aux hommes, déjà dans le contexte malien. Et dire que Gundoso nous vient aussi d'un autre partenariat qui est de l'Université du Québec. Donc, il y avait un modèle initial qui était pouvoir partager. Comment donner le pouvoir aux femmes de partager ou de ne pas partager. Et nous, dans un premier temps, nous avons adapté au contexte culturel malien parce que ce modèle pouvoir partager utilisait des outils qui n'étaient pas représentatifs de la culture, qui n'avaient pas tout le sens qu'il faut pour une femme malienne dans son profil général. Il y avait des outils comme des classeurs et tout. Ici, nous, on a par exemple pris le panier de la ménagère qui, pour la femme au Mali, la femme de la sous-région, veut dire quelque chose. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'adaptation des outils pour déjà en faire
un document pour les femmes du Mali. Et dans le processus de l'adaptation au niveau des jeunes du Sénégal, on a aussi réalisé cette même adaptation qui a fait participer les premières femmes qui ont bénéficié de Gondosso à des sessions de travail avec les jeunes, non seulement du Mali, les jeunes du Burkina, mais aussi les jeunes du Sénégal, pendant 3 ou 4 ateliers où on a fait une revue de l'ensemble des actifs, voir quels étaient les objectifs et est-ce que ça avait du sens pour les jeunes et comment aller à cette adaptation. Vraiment, c'est un outil du fait de, c'est un document ou démarche, approche, du fait vraiment de son adaptation au contexte même de besoin de la femme, parce que la question partagée ou ne pas partagée, c'est récurrent à la vie, pas que de la femme avec le VIH/SIDA, mais d'une personne qui est concernée directement porteuse du virus. Donc c'est vraiment ces réseaux de présentation des résultats qui a fait qu'il y a une large division. Et ce n'est pas que le Sénégal. On a vraiment d'autres pays qui ont demandé à avoir Gondosso, pour lesquels l'outil a été donné. Mais quand l'adaptation et l'accompagnement n'est pas là, ça n'aboutit pas à ce qu'on a eu aujourd'hui avec les jeunes du Sénégal. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. En tout cas, on retient que voilà, pour les associations, de ne pas hésiter à être proactifs quand elles entendent parler du coup de démarches innovantes menées par d'autres associations, comme ce qui s'est passé pour vous. Vous avez été approchés par d'autres organisations, et aussi le fait que vous n'avez pas hésité à vous inspirer d'autres documents, d'autres publications existantes pour les adapter au contexte malien. Sosten, tu as la main levée, donc on te laisse la parole pour ta question. En fait, sur la dernière diapo, il est dit que la capitalisation peut servir en fait à faire le plaidoyer. J'aimerais peut-être poser un peu la question à l'intervenante, de savoir est-ce qu'elle a une expérience à nous partager, enfin justement pour faire un lien avec cette approche. Oui, servir à faire du plaidoyer et aussi de la mobilisation de ressources. Pour rester peut-être bien sur l'exemple précis de Gondosso, d'abord en termes de plaidoyer, c'est pour la question du partage du statut sérologique. Au Mali, à un moment, on a, je pense qu'on l'a toujours, une loi qui disait que après 6 semaines, si la personne vivant avec le VIH n'avait pas informé son conjoint, que le prestataire pouvait être amené à le faire. Et là, lorsqu'on a commencé Gondosso, on a eu des récits de femmes, comment les femmes dans ce contexte aujourd'hui sont pris. Parce que quand on regarde un peu le processus dans comment on arrive à découvrir le statut sérologique, le plus souvent dans les couples, c'est l'enfant qui tombe malade et on remonte à la maman. C'est la maman qui est la première à être dépistée, la femme, parce qu'elle est enceinte, parce que son enfant est malade, parce qu'elle a été opérée. Donc, pour plusieurs raisons dans le couple, elle est la première à être informée. Donc, à savoir son statut, même si des fois pour le partenaire masculin, ce n'est pas toujours dit, mais c'est la femme qui porte le plus le poids du cycle. Et ça, c'est un événement, enfin, un facteur qui a beaucoup été porté par les femmes vivant avec le VIH/SIDA au Mali à travers l'association qui est AFAS et qui a fait du plaidoyer auprès de l'ONU-SIDA en son temps par rapport à cette loi pour voir les mesures d'accompagnement qu'il faut. Parce que tout le poids, toute la gestion d'abord est faite par les femmes. Et dire aujourd'hui qu'une telle loi est là, qu'on va aller à son décret d'application, va mettre aussi en péril les femmes par rapport à ça. Donc, pas contre la loi, mais quelles sont les mesures d'accompagnement au regard de ces situations que les femmes vivent et qui ont été rapportées dans un document. Et il y a même des récits qu'on a repris dans le document de Gondosso à titre d'exemple pour que dans les groupes de discussion, les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules à avoir ce problème, que d'autres l'ont trouvé des solutions à travers des cadres que Gondosso met en place, mais que ça existe. Donc, à travers ce plaidoyer, ces mesures d'accompagnement aujourd'hui sont en vigueur auprès des femmes vivant avec le VIH/SIDA. Comment les accompagner, comment les aider plus. Et c'est vraiment ce qui a permis, au niveau du programme du secrétaire exécutif du Haut Conseil, lorsqu'on était à l'écriture de NFM2, d'inclure les activités de Gondosso comme paquet de services à offrir aux femmes vivant avec le VIH/SIDA pour qu'elles soient en capacité de gérer ces statuts d'abord, d'alléger le poids et de pouvoir vraiment prendre les décisions les meilleures par rapport à partager, comment partager qui, et vraiment ces stratégies Gondosso le décrit.
Merci beaucoup pour cette réponse. Avant de du coup laisser place au petit mot de conclusion. Donc encore une fois, vraiment bravo pour cette présentation et j'invite vraiment tous les participants et les participantes à se renseigner sur l'approche du coup Bundoso mise en place par Arcade Santé Plus. Et également aussi à ne pas hésiter à consulter le document de capitalisation, donc sur l'expérience devenir principal récipiendaire du Fonds mondial. Et on a vraiment très hâte de découvrir la capitalisation sur la santé annuelle, qui est un thème qui est ô combien important et aujourd'hui peut-être pas suffisamment partagé ou documenté. Donc on a vraiment hâte de découvrir cette publication. Remercie encore une fois l'ensemble de nos intervenants, Kofi, Richard et Adam. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent pour le mot de conclusion. Je te rejoins, Alexandra, pour remercier le Centre SAS, le JAD et Arcade d'avoir accepté de partager leur expérience avec nous ce soir. Et du coup, d'avoir partagé aussi avec nous un certain nombre d'enseignements par rapport à leur vécu de la capitalisation. En guise de conclusion, je vais juste m'attarder peut-être sur 5 points qui me paraissent importants à retenir. Le premier, ça paraît une évidence, mais ça l'était pas encore il y a une dizaine d'années lorsqu'on a lancé le programme d'appui à la capitalisation au niveau de la plateforme ELSA. C'est que finalement toute association est capable de capitaliser son expérience. On l'a bien vu avec les 3 exemples qui nous ont été présentés. Donc avec 3 associations qui ont des profils complètement différents, qui ont mis en place des processus de capitalisation et une organisation interne différente, et qui ont travaillé aussi sur des thématiques différentes. Mais malgré tout, ces 3 associations sont toutes parvenues au bout de leur processus de capitalisation, ont réussi à produire des supports et ensuite à les diffuser. Donc ça montre bien que finalement, qu'on soit une petite association ou une grande association, qu'on ait un appui et un accompagnement renforcé ou un accompagnement ponctuel, on est tous capables de capitaliser. Je pense que ça c'est le premier message et c'est quand même important de l'avoir à l'esprit. Et je suis aussi content de voir que les 3 associations ont gagné en autonomie par rapport à la capitalisation, puisque elles n'ont pas été accompagnées sur tous les processus par la plateforme ELSA et malgré tout, elles ont développé des supports sur plein de thématiques différentes au-delà de cet accompagnement. Le deuxième point qui me paraît important, c'est une leçon à tirer de ces 3 expériences, c'est que malgré un certain nombre de difficultés qui ont été évoquées, vous l'avez dit, le manque de disponibilité des équipes, le manque de ressources, le manque de temps, etc. Finalement, il est tout à fait possible malgré tout d'arriver à surmonter ces obstacles. Mais pour ça, je retiens moi 3 éléments clés en quelque sorte. C'est d'abord de s'organiser collectivement. On a parlé de groupe de parole, on a parlé de groupe de travail, pardon. On a parlé également de l'implication des différentes parties prenantes. Tout ça pour maintenir une dynamique. Le deuxième élément clé, c'est de faire preuve d'une capacité d'adaptation pour arriver à surmonter ces obstacles. On l'a vu aussi, notamment à travers l'exemple du JAD. Et puis, quand bien même on passe par un appui extérieur avec des consultants externes ou des prestataires aussi ponctuels, il est important de s'organiser et de ne pas leur laisser la main, mais au contraire de rester maître du processus jusqu'à la diffusion des supports. Le troisième point important aussi à avoir à l'esprit, c'est l'impératif de diffusion de ces supports de capitalisation. Donc, gardez en tête que produire des supports, c'est très bien, mais les diffuser, c'est quelque chose qui doit être réfléchi en amont de tout exercice de capitalisation. Ça signifie qu'il faut, dès qu'on a défini les objectifs et choisi le sujet sur lequel on veut capitaliser, il faut déjà savoir à qui on veut s'adresser à travers nos futurs supports. Et avoir en tête aussi qu'il faut varier les modes de diffusion. Aujourd'hui, il y a des tas d'outils qui existent, et en particulier les outils Internet, donc il faut en profiter. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi là de lancer un petit message aussi sur la nécessaire implication des services com, qui sont assez étrangement souvent oubliés dans les processus de capitalisation, où on pense à la direction, on pense aux équipes, et on oublie finalement qu'on a parfois des chargés de com ou des services de com, et que c'est important, voilà, ils ont des compétences, ils devraient être systématiquement impliqués. Le quatrième point, pour moi, qui est très important, et j'aimerais insister sur ça, c'est que le fait que la diffusion des supports, ça suffit pas encore. Et que ces supports, finalement, il faut aussi trouver des espaces pour les faire vivre et pour les partager. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous
vous produisez une brochure et que vous la diffusez auprès d'autres associations, ou bien si vous, envoyez un PDF à une institution nationale ou internationale, en fait, rien ne vous garantit que ces documents seront lus et que les savoirs que vous avez voulu valoriser, que vous avez voulu transmettre, seront vraiment appropriés, que ces structures pourront se les approprier et les mettre en œuvre également. Et pour ça, pour les faire vivre, il y a deux options en quelque sorte. C'est soit s'emparer d'opportunités qui existent autour de vous. Ça peut être des rencontres avec les associations de votre pays, ça peut être des ateliers organisés par les institutions, les ministères de la Santé, etc. Ou tout simplement des rencontres avec vos bailleurs. Donc ça, c'est des opportunités à saisir, mais vous pouvez aussi créer vos propres opportunités en organisant des tables rondes ou des symposiums ou des débats au niveau national ou dans le cadre des conférences aussi, de manière en fait à pouvoir créer des échanges, des discussions et un véritable transfert d'expérience autour de vos supports de capitalisation pour pouvoir les faire vivre. Ça me paraît vraiment crucial. Et là, je parle de partage vis-à-vis de structures externes à votre organisation, mais ne pas oublier aussi que ce partage, il doit se décliner en interne. Et c'est même peut-être, ça devrait peut-être même être l'objectif numéro un. Il est indispensable en fait de faire vivre aussi ces expériences et ces savoirs en interne pour permettre une meilleure gestion de la mémoire. Tout à l'heure, Kofi parlait de pérenniser les acquis. Je pense que c'est extrêmement important. On sait qu'il y a beaucoup de turnover dans nos organisations et que c'est très important d'utiliser aussi la capitalisation finalement comme alors un palliatif, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas comme une stratégie qui permet de transférer les compétences et les savoir-faire à nos propres collègues avant même de penser valorisation auprès du secteur externe. Richard parlait aussi de garder la mémoire des bonnes pratiques. Je pense que c'est absolument indispensable. Et ça aussi, ça se décline d'abord en interne avant de penser à un partage en externe. Et parce que finalement, la finalité de la capitalisation, c'est aussi de favoriser l'apprentissage et de faciliter le changement, l'adaptation aux évolutions. Voilà, donc là, je pense qu'en ce sens, la capitalisation peut être aussi une stratégie pertinente. Et allez écouter cette interview en fait qui est très intéressante, qui est très courte, qui dure 6 minutes, de Hawa Faliba de l'ONG Oxfam, qui explique très bien justement cette importance de partager ces supports de capitalisation, d'avoir des espaces d'échange autour de nos processus, voilà, pour vraiment mettre la capitalisation au cœur de la gestion des connaissances. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Donc encore une fois, merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants, Adam, Kofi, Richard, pour votre temps, votre préparation et pour vos très riches et très inspirantes interventions. Merci à l'ensemble des participants, participantes pour vos questions, vos contributions. Et on a été ravis de vous retrouver. Puis vous recevrez très prochainement du coup des informations sur sur la fin de la plateforme et donc la suite et on va dire un petit peu le transfert de certaines activités, notamment le centre de ressources. Et donc vous recevrez également le lien pour du coup pouvoir voir le replay de ce webinaire. Et également, donc, on a bien noté les différentes questions et demandes concernant les supports de capitalisation. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis, bonne suite de journée, bonne fin de journée à chacun, chacune. Au revoir.